Tous, on va démarrer ce webinaire de présentation des grandes lignes du plan de soutien aux entreprises adaptées qui a été acté. Dans un premier temps, sur la partie technique, je vous invite à poser vos questions pas dans le chat et pas dans la ligne de conversation, mais dans ce qui s'appelle questions et réponses. Vous avez un petit onglet en bas de l'écran qui s'appelle QR. Posez vos questions à l'intérieur de cet outil-là pour que l'on puisse y répondre tout au long de la séquence. Donc, merci à tous d'être présents. Nous sommes pratiquement une centaine de participants déjà à l'heure actuelle. Je dirais, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est vraiment important pour nous de pouvoir vous présenter le plan de soutien qui a été acté et travaillé et de vous faire part de l'action de l'UNEA sur cette période. Donc, je vais passer la parole au président, à Cyril Guessot, pour faire l'introduction de la séquence. Chers amis, chers membres de l'UNEA, chers entrepreneurs sociaux, chers dirigeants, chères dirigeantes et tous les amis des entreprises adaptées, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans cette séquence, une séquence qui se veut être pédagogique. Car comme j'aime à le dire si souvent avec Sébastien, et Sébastien relaie très bien les propos de l'UNEA et de son président, élu par l'ensemble des adhérents, comprendre, c'est déjà entreprendre. Et je pense que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons nous en satisfaire à tous dès à présent, d'avoir pu travailler, d'avoir pu construire avec nos alliés, tous les représentants associatifs et institutionnels des entreprises adaptées, la DGEFP, qui est l'administration centrale, les directs, les administrations déconcentrées que je n'oublie pas, et bien sûr beaucoup d'acteurs, KPMG, les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, tous les délégués régionaux, tous les salariés de l'UNEA, tout le monde a été mobilisé sur ce plan qu'on dénomme avec l'acronyme FATEA, qui signifie Fonds d'accompagnement et de transformation des entreprises adaptées, pour qu'on puisse justement passer cette période. Maintenant, je vais vous raconter une toute petite histoire parce qu'il faut quand même que je puisse vous expliquer comment tout ceci a fonctionné et essayer de répondre aussi au pourquoi de ce fonds. Quelle est son utilité? À la veille du confinement, j'ai un échange avec le cabinet de Madame la ministre du Travail qui me dit « Monsieur le Président, que pensez-vous si on ordonne de fermer toutes les entreprises adaptées ? Car vous avez un public fragile, vulnérable. » Ce soir-là, c'était un soir très tard et je dis « Mais vous savez, nous sommes des entreprises ordinaires, donc qu'est-ce qui va se passer pour toutes les entreprises ?» Ils m'ont répondu « On va leur laisser le choix. » Et je leur ai dit « Je pense que c'est pareil pour les entreprises adaptées. Je pense que c'est aux dirigeants, aux entrepreneurs de prendre leurs décisions au regard de la situation. Car nous avons toujours su faire preuve de responsabilité, de civisme, de protection, même d'amour. Il faut parler aussi d'amour à l'égard de nos salariés, à l'égard de nos entreprises. Certes, j'ai des amis qui me disent que le désir est manque, mais qu'aussi l'amour est une puissance et une joie qu'on arrive à éprouver chaque jour, puisqu'on fait bien notre travail. La vertu de l'amour de son travail bien fait, c'est important ça aussi, c'est ce qui nous a guidés jusqu'au modèle de l'entreprise adaptée. Et donc, spécifiquement, on a laissé ce choix-là donc aux entrepreneurs de continuer, poursuivre, résister, travailler, tenter, protéger les plus vulnérables. Et à partir de là, l'Union nationale des entreprises adaptées s'est mise en fonctionnement pour accompagner toutes les entreprises. Et pas que nos adhérents, l'ensemble des acteurs, mais aussi les directs, les partenaires, les institutions et les représentants. Et à travers tout ce cheminement, de suite, on a pris contact, Sébastien et moi, et le bureau, avec KPMG, pour essayer d'étudier tout ce qui allait se passer, pour essayer de prédire ce qu'on ne savait pas prédire. Et on a tenté de regarder au plus près ce qui allait se passer.
Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec le Haut Commissariat en charge de l'inclusion et des entreprises engagées, représenté par le Haut Commissaire, M. Thibaut Gully, qui nous a poussé et exhorté à poursuivre l'œuvre, à tenter de résister et à trouver les moyens qu'il nous fallait pour passer cette crise. Et de là, on a défini avec l'ensemble des administrateurs, avec l'ensemble des délégués régionaux, à travers des WhatsApp, à travers beaucoup de moments privilégiés, de visio, pour essayer de comprendre, de savoir ce qu'il fallait faire. 3 grands points clés. 1, protéger les salariés. C'est notre priorité, car c'est notre raison d'être. Deuxièmement, essayer de soutenir au maximum le maintien des activités ou le retour aux activités. Et troisième point, la relance, sous cet effet catapulte, de pouvoir reprendre et conserver le cap. Et à partir de ce schéma-là, de ces 3 points précis, on a bâti tout un dispositif technique pour soutenir des entreprises adaptées que nous allons vous proposer. Et donc, je me réjouis encore une fois, chers amis, chers adhérents, chers militants, chers entrepreneurs, dirigeants, dirigeantes, chers collègues et alliés face à cette crise et pour la promotion des entreprises adaptées, de ce qu'elles font au quotidien, de leur utilité pour la France dans le cadre de la co-construction de la société inclusive qu'on aspire tous, mais aussi pour l'emploi et favoriser la réalisation du projet professionnel des personnes. Je vous en remercie encore et je laisse la parole à Sébastien Reynaud. Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on peut, comme le disait le président, se féliciter de cette période. Moi, en tant que secrétaire de l'Union nationale des entreprises adaptées, je veille avec les équipes au niveau d'engagement des adhérents et des militants qui, je rappelle, l'adhésion est la première source de revenus de l'UNEA, donc c'est très important pour notre union nationale. Et la crise du Covid, les difficultés rencontrées par nos adhérents font qu'on est un peu en deçà du niveau d'adhésion de l'an dernier. Je rappelle que cette victoire et toutes ces avancées, c'est essentiellement dû effectivement aux militants, administrateurs, membres du réseau, mais aussi à l'équipe, à tous les salariés de l'équipe de l'UNEA et qui ont fait front derrière notre délégué régional, nos délégués national général à Sébastien, excusez-moi. Et donc que ces gens-là, pour les rémunérer, on a besoin des adhésions. Donc j'appelle au premier acte militant qui est l'adhésion à l'UNEA. Voilà, ça me tenait à cœur d'en parler. Et, on peut se féliciter et féliciter les équipes parce que c'est très important, parce que c'est eux les chevilles ouvrières, ils ont produit. Et après, pour équilibrer notre budget, on a besoin de ces adhésions. Donc voilà, je tenais à avoir un petit mot là-dessus et je vous remercie de contribuer à l'UNEA et par votre militantisme et par vos adhésions. Et je vais peut-être laisser la parole à Sébastien pour lui permettre de rebondir peut-être par rapport à l'équipe et à l'action de l'équipe pendant cette période de Covid. L'action de l'équipe a été très concentrée sur l'aide et le support aux entreprises adaptées. Nous avons mis en place pas mal de services, des services d'écoute, des services d'animation territoriale par le biais de réunions régulières sous forme avec l'application Zoom, avec les chargés de mission, avec l'ensemble des équipes, avec l'ensemble des délégués régionaux de l'UNEA, une forte mobilisation aussi des administrateurs sur cette période. Donc, ça a été vraiment un moment de très, très intense pour toutes les équipes. Mais c'était très important de pouvoir être à votre écoute, de pouvoir entendre les difficultés dans lesquelles vous pouviez être et de pouvoir essayer de vous apporter les meilleures solutions possibles. Donc, c'est tout ce que l'ensemble de l'équipe de l'UNEA a essayé de mettre en place avec l'ensemble de ses salariés sur cette période-là. Et je tiens vraiment à remercier de notre côté l'ensemble des salariés de l'UNEA et de toutes les forces vives de l'UNEA qui ont permis cette mobilisation. Dans ce sens-là, on a également travaillé sur des éléments qui peuvent accompagner la relance économique des structures. Et là, je vais laisser la parole à Sylvain Coutier, membre du
bureau qui s'occupe de cette partie-là et qui va pouvoir vous laisser vous donner quelques informations à ce sujet. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit et par Sébastien, notre président et notre secrétaire général, moi je voudrais également remercier l'ensemble de notre écosystème et notamment vous, les entreprises adaptées, dans une période un peu compliquée, exceptionnelle que l'on n'avait jamais connue. Effectivement, on a senti un mouvement très fort et une adhésion très forte une demande très forte de l'ensemble des EA. Ça s'est traduit par une présence importante lors des assemblées territoriales où l'UNEA au niveau régional a donné toute sa pleine mesure. On a senti également beaucoup d'engagement, beaucoup de sollicitations et de demandes, ce qui nous a confortés nous, dans notre implication quotidienne pour essayer d'apporter des solutions et pour traverser au mieux cette crise. Ça passait également par une action très forte auprès de l'ensemble de nos partenaires et une mobilisation aussi importante des membres permanents du bureau, et notamment avec Céline Fiorina et l'ensemble des chargés de mission et des délégués régionaux, de pouvoir travailler sur un rebond favorable en sortie de crise. Et notamment, ça a permis, cette période un peu particulière a permis de relancer les filières très rapidement, et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Les entreprises adaptées ont montré une capacité de résilience et d'adaptation hors du commun. En moins de 3 semaines, beaucoup d'entre vous ont complètement transformé leur business model pour se lancer dans la production d'équipements de protection individuelle. Et dans ce mouvement, aujourd'hui, ça se prolonge. Il y a également un GME qui est en cours, qui vient d'être signé, notamment sur une filière qui concerne les centres d'appel. Il y en a une en cours, et ça, c'est le travail de Céline Fiorina, directrice opérationnelle, sur l'aspect collecte de D3E et de cartouches d'encre. Et donc voilà, ça montre le dynamisme, et ça montre qu'en dépit d'une période forte, très compliquée, voilà, il y a une résilience importante dans l'ensemble des entreprises adaptées, une mobilisation importante de l'ensemble des partenaires pour maintenir leur confiance et leur marché avec le secteur. Et donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir une lumière importante à la sortie du tunnel. Et donc voilà, je voulais remercier l'ensemble des EA du soutien et de la confiance qu'elles nous donnent. Et puis également, quand je parlais d'écosystème, voilà, l'ensemble des directs qui ont pour la plupart participé également à ces assemblées territoriales et avec lesquelles on travaille de manière très proche, ce qui permet de pouvoir apporter des solutions et d'essayer de traverser au mieux cette période compliquée. Voilà, j'en ai fini. Je laisse Sébastien maintenant vous présenter ce pourquoi vous êtes là et donc les grandes lignes du FATEA, qui est une très belle victoire politique de l'UNEA. Merci. Erwan, si tu veux dire un petit mot sur l'animation territoriale qui a eu lieu pendant cette période et comment on s'est organisé avant de rentrer dans le vif du sujet sur la présentation du fonds, je te laisse quelques instants pour le faire. Ouais, vous avez pratiquement tout dit. Je vais juste rappeler effectivement que l'UNEA, c'est un tout avec des composantes internes et une relation écosystémique, évidemment, avec des parties prenantes. Mais c'est aussi une capacité de pouvoir irriguer jusque sur le territoire, au plus près des entreprises adaptées, grâce justement au réseau. Sébastien Reynaud l'a rappelé tout à l'heure, c'est la force de l'UNEA, c'est d'avoir effectivement des composantes salariées, mais aussi bénévoles, qui agissent ensemble et au service du modèle et au plus près du modèle et des entreprises. Donc effectivement, pendant toute cette période-là, on a démontré bien notre agilité, notre résistance et notre résilience, notre capacité en fait à continuer d'entreprendre. C'est important. C'est ce qui permet aujourd'hui effectivement qu'on soit à présenter le FATEA. Mais il faudra retenir aussi que sur ces mêmes territoires, il faudra que dès demain, dès la semaine prochaine, on s'entreprenne bien sur ces outils-là pour pouvoir s'en saisir bien et continuer finalement de les utiliser comme des leviers qui vont nous permettre non seulement de ne pas ralentir, mais de continuer d'accélérer vers le cap qui nous a été proposé de réaliser jusqu'à 2022 et plus loin encore. Voilà. Donc les comités, moi je finirai là-dessus, les comités devront être réanimés rapidement, avec le lead qui est le nôtre, notre légitimité à le prendre et s'en saisir rapidement. Et c'est à l'intérieur de ces comités qu'on devra effectivement, logiquement, dispenser ces outils auprès des entreprises adaptées en lien, comme l'a dit tout à fait bien tout à l'heure Sylvain, nos parties prenantes sur les territoires. Voilà, en lien avec le national comme d'habitude et avec la politique qu'a rappelé Cyril tout à l'heure. Voilà, merci à tout le monde et puis surtout merci aux équipes, j'en profite aussi. Merci à toutes nos parties prenantes et merci surtout aux EA d'être présentes aujourd'hui. Voilà, c'est encore aussi ça. La force de ce réseau, c'est que lorsqu'on interpelle, ça répond. Et quand ça répond, ça remercie. Donc, ça nous encourage aussi.
Merci Erwan. Donc nous allons passer à la présentation complète du plan de soutien aux entreprises adaptées. Je vais vous partager mon écran avec un petit support de présentation que nous avons réalisé. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour que l'on puisse vous répondre à toutes les interrogations sur la mise en œuvre de ce plan. Donc, juste en introduction, je vais redonner la parole à Cyril qui va vous présenter les résultats de 2 petites enquêtes qui ont été menées par l'UNEA avec le CSA auprès de l'opinion publique et auprès des entreprises adaptées. Merci Sébastien. Effectivement, dans la période que nous connaissons aujourd'hui, nous avons vécu une période, on va dire, un petit peu difficile sur la fin de l'année 2019 dans le cadre de l'application des éléments de la réforme concernant les entreprises adaptées. Nous avons eu particulièrement 2 points difficiles. Le premier point, c'était la mise en application des dispositifs réglementaires dans l'ASP. On sait tous, puisque tous les dirigeants et même les directs ont subi les difficultés de mise en place du nouveau système. Et le deuxième, c'était la difficulté parfois d'avoir des CV au poste qui étaient proposés aux personnes en situation de handicap. Je vais revenir juste sur le premier point, l'ASP, qui est pour moi extrêmement important. L'ASP, donc l'agence de services de paiement, qui doit mettre en place la réforme, malheureusement, pour des tas de raisons, bon, peu importe, a eu des difficultés. Ces difficultés, nous les avons dénoncées par un courrier au mois de février que nous avons remis auprès de Madame la ministre. Derrière ces difficultés de mise en œuvre de la situation des entreprises adaptées, au niveau du paiement, notamment des aides compensatoires des conséquences du handicap, c'est les statistiques. Et les statistiques issues de cet outil nous permettent de mesurer si oui ou non nous atteignons les objectifs pour lesquels la loi de finances nous impartit des budgets. Quand j'ai constaté avec les équipes, avec Sébastien Citerne, la difficulté d'avoir une fiabilisation totale et partagée de ces statistiques-là, car vous connaissez comme moi l'adage, l'aphorisme de Kaplan et Norton qui dit que dans les balances scorecard, qui dit que ce qui ne peut pas se mesurer ne peut pas se gérer. Donc, l'important, c'est de pouvoir mesurer les indicateurs. Nous avons décidé, en plus de remettre le courrier auprès de Mme Pénicaud, indiquant nos inquiétudes et notre volonté à vouloir participer et co-construire ces outils, de lancer 2 enquêtes CSA, l'une auprès de l'opinion publique pour regarder l'évolution de l'opinion publique au regard du modèle entreprise adapté depuis 2018. Donc, ça faisait 2 ans. Nous avions lancé cette enquête-là exprès avant la réforme, maintenant après la réforme, et on s'aperçoit, il y a plusieurs statistiques, mais il y en a une qui est assez flagrante, c'est qu'on a pris 13 points d'opinion publique favorable du modèle entreprise adapté. 80% de l'opinion publique ont l'idée ou connaissent ce qu'est une entreprise adaptée, et c'est très important. Deuxième statistique intéressante dans cette même enquête sur l'opinion publique, quand on explique les expérimentations, quand on explique le sens des réformes, 83% de l'opinion publique estime que les expérimentations vont dans le bon sens et améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Parce qu'elles se basent autour du projet professionnel de la personne dans le cadre de son autonomisation, responsabilisation pour réussir de manière durable son intégration, son inclusion dans une démarche inclusive vers l'emploi. Et donc, c'est très important parce que c'est un élément qui est fédérateur sur l'utilité du modèle entreprise adaptée. Et plus jamais, désormais, on ne demandera si oui ou non le modèle entreprise adaptée est utile ou pas. On l'a vu à travers l'enquête CSA qui date du mois de mars 2020, juste avant le confinement. Et on a vu tout ce qu'on a fait lors du confinement. Et ce n'est pas pour flatter parce que ce n'est pas dans mes pratiques, mais Sébastien, la bonne idée que tu as eue avec tes équipes et avec Céline Fiorina, nouvelle directrice des opérations, de mettre en histoire tout le vécu des entreprises adaptées pendant cette période. Et je peux vous assurer que ça a laissé des traces affectives. Ça n'a laissé personne indifférent. On s'est battu. On a résisté.
Et ce webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'aboutissement de cette résistance que nous allons transformer tous ensemble en résilience pour garder le cap. Deuxième enquête, très importante, parce qu'à travers les statistiques erratiques qui nous avaient été produites, qui n'étaient pas fiables, il y avait un manque de confiance de la part de notre gouvernement dans ces statistiques-là, que je comprends. Le CSA a fait une enquête auprès des entreprises adaptées, auprès des dirigeants, des dirigeantes, des entrepreneurs sociaux. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique qu'en mars 2020, nous atteignions les 1055 personnes en CDD tremplin. Également, il indique que 76% des dirigeants et des dirigeantes en entreprise adaptée envisagent de réaliser une expérimentation. C'est très important lorsqu'on souhaite réellement garder le cap. Et donc aujourd'hui, nous allons progressivement mettre en ligne, diffuser ces enquêtes-là juste avant le confinement pour expliquer comment nous allons garder le cap. 1, nous sommes confiants. 2, nous avons la volonté de faire ensemble. Mais il nous faut les moyens. Il nous faut les moyens de soutenir nos activités pendant la période parce que nous avons eu des surcoûts qui sont indéniables. Et de soutenir des situations de perte d'exploitation, démultipliées par justement cette notion de surcoût. Et qu'est-ce que nous avons dit à nos gouvernements, à monsieur le haut-commissaire en charge de l'inclusion, Thibaut Gulli, que je remercie beaucoup parce qu'il a fait preuve de beaucoup de courage en appuyant sur le bouton. Voilà. Le haut-commissaire et madame la ministre du Travail et madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui m'appelaient sur mon téléphone portable pour nous soutenir. Nous soutenir, hein, pas que l'UNEA, mais tout le monde, tous les entrepreneurs. C'est que derrière, c'est de nous donner les moyens de relancer. Et donc, à budget constant, c'est d'utiliser la masse et la somme d'argent de loi de finances qui ne sera pas consommée pour justement venir en soutien, mais pas un soutien à l'exploitation de l'entreprise, un soutien au regard des heures d'abondement, des compensations des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que ces aides-là sont fléchées sur ce qui fait la raison d'être des entreprises adaptées, des entreprises inclusives qui emploient des personnes en situation de handicap et qui nécessitent une compensation des conséquences de leur handicap. Voilà de quoi il s'agit. Sébastien, je te laisse la propos pédagogique, propédeutique, d'expliquer à tout le monde la manière dont on a conçu ce merveilleux outil qui, je suis sûr, va nous permettre d'aller de l'avant, d'aller en conquête et surtout de garder possible notre raison d'être. Merci beaucoup. Merci Cyril. Donc juste pour reposer le principe que nous avons acté dans le cadre de ce plan de soutien aux entreprises adaptées. C'est un dispositif qui se fait globalement à crédit constant. Les crédits votés dans le cadre de la loi de finances 2020 vont simplement être réaffectés différemment. Le PLF 2020 avait voté une volumétrie d'aide au poste et un petit fonds qui était dédié à l'accompagnement dans le cadre du fonds d'accompagnement et de transformation des entreprises adaptées. La crise est passée par là et la volumétrie des aides au poste qui a été utilisée, notamment du fait de la mobilisation de l'activité partielle et de l'arrêt d'activité de certaines entreprises adaptées du fait de la crise, a fait que la volumétrie globale des aides au poste qui était prévue dans le cadre du PLF 2020 ne sera jamais consommée avant la fin de l'année. Donc, toute la négociation a porté sur le fait de la réutilisation de ces crédits-là auprès des entreprises adaptées. Et donc, ce qui a été acté, c'est que les crédits non utilisés en aide au poste soient réaffectés en intégralité dans le fonds de transformation des entreprises adaptées. Et c'est à partir de ça que nous allons pouvoir construire et que nous allons pouvoir dimensionner derrière les différentes typologies d'aides qui ont été actées. Donc, on est bien dans un système de budget qui reste identique, mais on a un vase communicant des aides qui étaient destinées à venir
compenser la situation de handicap des personnes en situation des personnes handicapées dans les entreprises adaptées vers un système d'accompagnement de l'entreprise adaptée dans le cadre du fonds de transformation. Donc, c'est vraiment ce principe-là que l'on a réussi à faire acter avec un appui et la mobilisation du réseau qui a été très important. Le principe que nous avons voulu, donc, qui était un plan de soutien à un budget constant, vous l'avez vu dans nos communications, avait pour objectif de venir à la fois compenser la situation exceptionnelle qui était liée à la crise du Covid et de venir soutenir la reprise et l'investissement dans les entreprises adaptées en cette sortie de crise. Donc, le plan a été construit sur trois typologies d'aides. Des aides à la crise Covid qui sont les aides numéro 1 et numéro 2, donc qui reprennent à la fois les surcoûts de fonctionnement de l'entreprise adaptée pendant cette période et une compensation partielle des pertes d'exploitation sur la même période. Et derrière, un volet qui est plus un volet de sortie de crise et un volet de soutien au redémarrage d'activités, à la diversification des activités, qui a été repris dans le cadre d'un soutien à l'investissement. Ça, c'est la troisième typologie d'aide. On va venir un peu plus dans le détail sur chaque type d'aide derrière. La première, c'est la compensation des surcoûts de fonctionnement pendant la période Covid. On sait que pendant le fonctionnement pendant cette période-là, pendant le confinement et même en sortie de confinement, il y a eu des équipements du poste de travail qui ont été nécessaires pour pouvoir répondre aux normes sanitaires, soit des protections pour pouvoir respecter les conditions sanitaires, des plexiglas éventuellement, des adaptations au niveau des véhicules. Donc, on a vu énormément de choses qui ont été mises en place. De l'achat de matériel, bien sûr, tout ce qui concernait les masques, le gel hydroalcoolique, des contraintes liées au transport, puisque derrière, pendant longtemps, on ne pouvait pratiquement avoir qu'une personne dans un véhicule. Éventuellement, les livraisons de repas qui ont été prises en charge par les entreprises, puisque derrière, généralement, les cantines et les réfectoires étaient fermés au niveau des structures. Et la modification de l'organisation du travail et le surencadrement pendant la période pour pouvoir maintenir le lien social et pour pouvoir faire passer les consignes de respect de la distanciation et des règles sanitaires. Pour compenser cette partie, il a été acté une aide forfaitaire. Il a été acté une aide forfaitaire de 1,50 € de l'heure qui sera appliquée pour l'ensemble des collaborateurs qui auront eu une activité pendant la période Covid, donc période qui a été actée de mi-mars à fin juin. Pour toutes les heures travaillées de vos collaborateurs en situation de handicap, on pourra avoir une aide forfaitaire de 1,50 € qui sera appliquée. Donc, ça, c'est la première aide qui est envisagée. Et la deuxième aide qui est envisagée pendant la période Covid, c'est une aide de compensation partielle des pertes d'exploitation. La compensation partielle des pertes d'exploitation, il faut comprendre qu'on est dans un dispositif qui est contraint budgétairement. Vous avez vu que nous sommes dans le budget global qui était voté dans le cadre du PLF. Donc, on n'a pas une compensation directe et totale de toute la perte d'exploitation que l'entreprise adaptée peut avoir connue sur cette période. Donc, il a été proposé que la perte d'exploitation soit mesurée sur la marge sur coût variable de l'entreprise adaptée et de la réalité de l'entreprise adaptée et qu'elle soit partiellement compensée au regard du volume d'heures chômées, non travaillées, des collaborateurs en situation de handicap. Donc, elle est calculée sur la réalité économique de chaque entreprise et compensera les heures des collaborateurs en situation de handicap. Donc, au final, cette aide sera encadrée par un plancher donc pour les entreprises adaptées qui auraient une marge d'exploitation
une marge sur coût variable qui ne serait pas trop importante, un plafond sera appliqué et dans le cadre d'un respect de l'enveloppe budgétaire qui nous est donnée, un plafond sera également appliqué. Ce qui veut dire que, en fonction de la réalité de votre entreprise, vous pourriez avoir une aide qui sera comprise entre 1,50 € et 6 € de l'heure non travaillée, donc chômée, et pour les personnes qui étaient en arrêt maladie dérogatoire. Et donc ça ne concerne que les heures des personnes en situation de handicap. Alors, j'ai des premières questions qui sont posées. Donc, les 1,50 €, c'est pour uniquement les personnes qui sont en situation de handicap. Et la période de perte d'exploitation, la période de calcul de l'aide qui est mise en place, est une période qui court du mois de mars, donc mi-mars, à fin août. Alors, le mois d'août est encore en discussion, en sachant que le mois d'août aura, même s'il est pris en compte, aura un impact limité, puisque c'est généralement la période des congés payés, où on a des personnes qui seront en congés payés, donc elles n'émargeront pas au dispositif d'activité partielle. Oui, juste, je me permets d'intervenir, Sébastien. Effectivement, sur le mois d'août, l'UNEA fait aussi un point particulièrement important. Il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement touchés. Il faut qu'on puisse les accompagner pour disposer des moyens aussi de la relance sur ces secteurs très particuliers. Donc, on y tient tout particulièrement et c'est d'ailleurs pour ce fait-là que Sébastien a envoyé une ultime enquête conjoncturelle et nous vous remercions beaucoup de prendre encore un tout petit peu de temps. On en a besoin pour faire les dernières évaluations et vraiment prendre en compte tous les besoins et les spécificités de tous les modèles économiques de chacun. Voilà, c'est important encore. Je sais qu'on vous sollicite beaucoup, mais c'est grâce à votre effort, c'est grâce à vos données, c'est grâce à vos remontées qu'on arrivera à montrer nos besoins et que l'UNEA se mettra en fonctionnement, en dynamique pour aller trouver les meilleures réponses. Voilà, donc le mois d'août, c'est un point très important. J'espère que le futur gouvernement ira dans ce sens-là, parce que j'avais eu quelques certitudes, mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à obtenir cette date-là. Sébastien, je te rends la parole. On a une question qui concerne aussi le fait de savoir s'il y aura une grille de calcul et d'aide au calcul pour les entreprises adaptées. Oui, ça fera également l'objet du second webinaire que nous organisons la semaine prochaine. On est encore en train d'établir et de finaliser cette grille de calcul avec la DGEFP. Et l'objectif, c'est de vous donner un outil simple qui sera utilisable et qui partira de vos données. Et ce fichier Excel servira de demande officielle du montant de la subvention que vous allez réaliser auprès des services déconcentrés de l'État, auprès des directs. Donc, il y aura un outil qui sera présenté lors de la prochaine séquence. Sur ces deux aides, on a également deux particularités. Une particularité qui est liée aux entreprises adaptées publiques, donc, où les entreprises adaptées publiques n'ont pas eu la possibilité de pouvoir mobiliser l'activité partielle. Ça a été refusé par le ministère du Travail. Et donc, ce qui a été autorisé pour les entreprises adaptées publiques, c'est de pouvoir continuer à percevoir l'aide au poste pour les personnes qui n'étaient pas, en activité, qui auraient dû être en activité partielle si elles y avaient le droit. La problématique de cette décision, c'est qu'elle laisse un reste à charge pour l'entreprise adaptée publique plus important que si la personne avait pu bénéficier de l'activité partielle. Donc, ce qui a été acté dans le cadre du plan de soutien, c'est que pour toutes les entreprises adaptées publiques, l'aide forfaitaire numéro 1, qui est l'aide au surcoût de fonctionnement
pendant l'activité sera automatiquement attribué pour l'ensemble des salariés, l'ensemble des salariés TH, bien sûr, qu'ils soient en activité ou qu'ils ne soient pas en activité sur la période. Donc, l'aide forfaitaire d'1,50 € sera attribuée à toutes ces structures. Ça, c'est quelque chose que l'on avait négocié en collaboration avec le GEPSO, donc le groupement des établissements publics, et qui a été acté dans le cadre de ce plan de soutien aux entreprises adaptées. Donc, c'est vraiment une spécificité liée au modèle entreprise adaptée publique. Aujourd'hui, on a 18 entreprises adaptées sous statut public en France, mais il fallait également qu'elles puissent être soutenues particulièrement sur cette partie-là. Et on a une deuxième aide qui sera spécifique, qui est une aide liée aux entreprises adaptées de travail temporaire qui ont démarré leurs activités l'année dernière et courant 2020. Et là, l'État, par simplification, a décidé d'acter une aide forfaitaire aux entreprises adaptées de travail temporaire qui sera d'un montant de 22 500 € pour les structures qui étaient habilitées et agréées au moment de la crise Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté pour toutes les entreprises adaptées de travail temporaire. Alors, derrière, j'ai des questions qui nous sont posées sur est-ce que c'est pour toutes les personnes en situation de handicap ou uniquement les personnes en situation de handicap éligibles au dispositif? C'est forcément pour toutes les personnes en situation de handicap éligibles au dispositif. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont par exemple, dans l'onglet numéro 3 qui est déclaré sur l'ASP. C'est toutes les personnes que vous notez dans votre bordereau mensuel. Justement, Sébastien, je me permets d'expliquer la chose. C'est que nous sommes restés dans la loi de finances. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire le non consommé, on le réinjecte dans la raison d'être des entreprises adaptées. Il y a eu beaucoup d'échanges pour si vous voulez, signifier que ce soutien spécifique, il est lié à des conséquences de la compensation des surcoûts liés à la période auprès des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on rentre non plus dans une logique de subvention pour subvention et d'être dans une modalité un peu anticoncurrentielle quelque part vis-à-vis des autres entreprises ordinaires classiques et que tout est réinjecté sur le truchement de la nécessité de compensation. Et si vous voulez, on a surélevé, on a abondé la compensation dans cette période-là avec des modalités de calcul qui prennent en compte les conséquences de la période, conséquences dans les surcoûts des heures travaillées à travers tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre en plus, dans les modalités d'interaction sociale, dans les modalités de protection immédiate au travail, dans les modalités pour les managers de suivre avec beaucoup plus d'attention, certains profils, etc. etc. Je ne reviendrai pas sur ça parce que tout le monde l'a vécu avec beaucoup d'émotivité, d'énergie. Il a fallu rester sur le pont parce que parfois c'était très compliqué pour certaines entreprises adaptées. Et l'autre point, c'est évidemment toute la partie perte d'exploitation. Nonobstant, il y aura un axe 3 qu'on ne mentionne pas encore ici parce qu'il n'est pas encore totalement finalisé. Le gouvernement va l'appeler l'axe 2, c'est l'axe de relance. C'est-à-dire que cet axe 2 de relance, peut-être que Sébastien pourra en dire un mot, c'est justement quasiment 50 millions d'euros sur les 102 millions d'euros que nous avons estimés. On verra évidemment ce que l'on va obtenir dans la globalité pour justement bien soutenir. Et donc, on a demandé, on est en train de faire les derniers réglages pour justement surabonder l'investissement, l'accompagner, la relance. Justement, si on veut garder le cap, il va nous falloir donner des moyens très forts, très puissants. Et là, ça sera réellement de la subvention auprès de l'entreprise dans le cadre de ses investissements, dans le cadre des besoins de conseil, dans le cadre aussi de ce qu'on va mettre, et je laisserai à la fin la parole à Céline Fiorina, notamment sur des dispositifs de formation et d'accompagnement au retournement des modèles économiques des entreprises adaptées les plus touchées par la crise et qui souhaitent rebondir, qui souhaitent se relancer sur d'autres activités. On y reviendra tout à l'heure.
Mais la logique, c'est celle-là. D'abord, la première logique, c'est celle-là. C'est notre raison d'être, les personnes en situation de handicap très éloignées de l'emploi qui nécessitent la compensation. Et donc, tout ce public-là, qui est déclaré dans l'ASP, que vous soyez contingenté ou pas, sera éligible évidemment à ces abonnements. Sébastien, je te rends la parole. Donc, juste enchaîner avant de revenir aux différentes questions. Sur le soutien à l'investissement dont Cyril vient de parler, cela embarquera derrière tout ce qui est aide à l'investissement des entreprises, diversification d'activités, positionnement sur de nouvelles activités, tout ce qui sera favorable à la mobilisation, à la réalisation de consortiums et à la collaboration de différentes entreprises adaptées en travail collectif, et tout ce qui permettra de développer, de continuer le développement RH au niveau des entreprises adaptées. Donc, globalement, ce sont les types d'aides qui vont être embarqués à l'intérieur, mais ça arrivera dans un second temps. Comme Cyril le disait, dans un premier temps, on va mobiliser, et on va venir juste après sur la mise en œuvre de l'utilisation des fonds. Mais dans un premier temps, on va mobiliser les aides dites automatiques. Donc, vous avez vu, on va être sur des modalités de calcul automatique, et sur ces aides de soutien à l'investissement à la reprise, où on sera dans les modalités identiques à ce que l'on a réalisé l'année dernière dans le cadre de la mobilisation du fonds de transformation. Ça arrivera à partir de la rentrée de septembre. Donc, juste vous présenter derrière la mise en œuvre de ce fonds de transformation. Donc, on va être sur 2 phases. Une phase qui va arriver sur juillet-août, qui sera la mobilisation des aides dites automatiques. Donc, on est sur la finalisation de l'écriture actuellement, la finalisation de l'écriture de la circulaire qui devrait arriver fin de cette semaine prochaine. Donc, j'étais encore avec la DGEFP hier au soir. La finalisation de l'écriture est pratiquement terminée, et le document partira à la signature derrière, pour une mobilisation des 3 premières aides que l'on a appelées automatiques à partir au plus tard de la 3e semaine du mois de juillet. Donc, ces 3 aides automatiques sont le surcoût de fonctionnement, que l'on a vu tout à l'heure, donc globalement le forfait horaire de 1,50 € par heure travaillée, par heure des collaborateurs TH travaillés, le soutien partiel aux pertes d'exploitation, donc qui sera compris en fonction de la réalité de l'entreprise entre 1,50 € et 6 € de l'heure non travaillée, et la poursuite de l'effort d'investissement. Alors là, c'est le point automatique qui était déjà prévu dans le cadre de la circulaire 2019 et qui était basé sur les modalités de calcul de l'ancienne subvention spécifique, c'est-à-dire la mobilisation de la dotation aux amortissements et donc des cases de l'alias fiscal QA, QI, QM. Donc ça, on a acté également la possibilité de l'embarquer dans cette première campagne de paiement avec la DGEFP. Ce qui fait que cette volumétrie d'aide permettra de pouvoir, sera autorisée en mobilisation immédiate. Donc, il y aura le dépôt, et je vous dis, il y aura la réalisation d'un fichier Excel qui vous permettra de mobiliser facilement et de calculer facilement les éléments, et derrière de pouvoir être conventionné avant fin juillet, et derrière d'avoir une mise en paiement à partir du mois d'août. La mise en paiement sur ces lignes-là sera réalisée, et en tout cas l'ASP a un cycle de paiement à fréquence hebdomadaire sur ce type-là. Donc dès que vous aurez la possibilité et dès que vous aurez rempli les éléments concernant ces 3 aides, globalement, les fonds pourront arriver très rapidement dans les entreprises adaptées. Donc ça avait été aussi une demande importante afin de pouvoir soutenir la période et de sécuriser la trésorerie des entreprises adaptées le plus rapidement possible. Donc ça va être la phase numéro 1 qui va être mobilisée, et la phase numéro 2 à la rentrée, donc concernant les aides de soutien à l'investissement et à la reprise.
on sera sur une mobilisation dans le même cadre que l'année dernière dans le cadre du FATEA à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée. Oui, Sébastien, si tu me le permets pour compléter aussi, j'ai remis sur le chat le lien vers le document FATEA qui a été obtenu dans ses grandes majorités. Vous retrouverez un petit peu l'ensemble des points que l'on travaille. Alors, il y a effectivement, Sébastien l'a très bien rappelé, tout ce qui va être le soutien aux investissements, aux conseils, tout ce qui va être nécessaire pour chacun d'entre nous de mettre en place les dispositifs pour continuer à changer d'échelle, à garder le cap. Mais on va également travailler sur la mobilisation des marchés publics. Nous avançons plutôt bien avec le gouvernement, donc nous allons continuer avec le nouveau gouvernement, sans nul doute, et l'administration, à continuer à favoriser ça, notamment à travers, nous tentons d'expliquer la nécessité de réformer, ajuster le fameux article 36. Mais aussi l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dont un futur décret va apparaître dans les prochains jours. Il est en cours de publication. Je vais vous mettre dans le chat d'ailleurs un petit extrait de celui-ci. Et dès qu'il sera publié, évidemment, on va vous le partager. Mais celui-ci, voilà, rend de nouveau possible auprès des entreprises adaptées. Ce que je veux dire, c'est que dans le programme que nous avons proposé du FATEA, il y a beaucoup de points qui sont toujours en cours de travail et tout ce que l'on met en œuvre et tout ce que l'on propose aussi se projette dans le cadre de 2021 sur le projet de loi de finances qui sera voté évidemment lors du dernier trimestre de cette année. Sébastien, je te rends aussi la parole. Oui, donc je reprends un peu le fil des questions qui ont été posées. Donc pour l'aide à la perte d'exploitation, les heures qui sont concernées seront donc les heures déclarées dans le système d'activité partielle et derrière les heures liées aux arrêts dérogatoires, les arrêts maladie dérogatoires. Donc ça, c'était quelque chose qui était important aussi pour nous de pouvoir embarquer. Prendre une autre question. Donc, sur les modalités de valorisation de la marge sur coût variable ou de la marge sur la marge d'exploitation, ça faisait partie un peu d'une enquête que l'on avait menée auprès de vous. Donc, sur la marge d'exploitation, elle va être calculée bien sûr en prenant vos produits d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, éventuellement la variation de votre production stockée si vous avez de la production stockée et de la production immobilisée. Donc ça, ce seront vos produits d'exploitation auxquels on viendra soustraire les charges d'exploitation qui sont les achats de matières premières, les achats de marchandises, les variations de stock de matières premières que vous avez pu connaître sur l'exercice, les transports sur biens et achats, sur vente et achat, pardon, et les achats de sous-traitance de production. Si vous sous-traitez une partie de production, ça sera également déduit. Donc, cet élément-là, la marge d'exploitation, sera la différence entre ces produits d'exploitation et les charges d'exploitation que l'on vient de déterminer. Donc là, bien sûr, ça sera embarqué derrière dans le fichier Excel d'explication et de calcul des aides. Ça sera quelque chose d'automatique chez vous. Il suffira de partir des éléments de l'alias fiscal, des éléments comptables. Et donc là, il sera envisagé soit de partir sur les éléments comptables du dernier exercice validé. Donc si vous avez arrêté vos comptes 2019, vous pourrez valider vos chiffres 2019. Si tel n'était pas le cas, le commissaire au compte ou l'expert comptable pourrait faire une attestation permettant de justifier définitivement les chiffres de l'exercice. Derrière on repose la question de date de mise en œuvre effective des dispositifs. Donc l'objectif, c'est la mise en œuvre dès ce mois de juillet pour une mise en paiement des premiers éléments à partir du mois d'août.
et j'ai des questions concernant les CD de tremplin et savoir si les CD de tremplin étaient embarqués dans le calcul des dispositifs. Oui, l'intégralité du système embarque à la fois les salariés qui sont en activité dans l'entreprise adaptée dite socle, mais également toutes les personnes qui sont en CD des tremplins. Qu'elles soient sur l'activité, si elles ont eu un maintien d'activité, elles bénéficieront de l'aide forfaitaire d'1,50 €. Si elles ont été soumises à une activité partielle, elles rentreront dans les effectifs qui sont embarqués dans l'aide pour la perte d'exploitation. Sébastien, j'ai vu des questions sur, dans le FATEA, dans la partie de l'axe 2 sur l'investissement, une question sur les consortiums. Alors, c'est une très bonne question. Consortium, joint venture, tout ce qui permet d'assurer la dynamique des parcours. Alors, effectivement, c'est un grand point, c'est un grand sujet qui sera abordé lors de notre webinaire et qui sera précisé parce que nous sommes en cours là aussi d'arbitrage des contours de cette aide-là, mais c'est une aide qui globalement va venir soutenir l'ingénierie de projet, les projets d'investissement et l'animation de ceux-ci pour justement tenter de trouver de nouveaux possibles, des innovations et de faire évoluer le développement économique dont on a tous besoin pour créer des emplois. Je vais le rappeler ici, je l'ai déjà dit lors de plusieurs étapes de l'Inclusive Tour et ça a été précisé par les services du Conseil d'inclusion dans l'emploi, que ce soit pour la création des 100 000 mises à l'emploi de l'IAE et des 40 000 mises à l'emploi des entreprises adaptées, il va falloir que l'ensemble des structures de la famille de l'inclusion arrivent à obtenir 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, c'est beaucoup en 2022. Et donc, pour y aller progressivement, il nous faut aussi des moyens qui permettent d'animer, soutenir l'innovation et le développement économique. Alors, il y a les consortiums. Vous verrez quand vous lirez, il y a ce fameux onshoring social qui est en fait tous les dispositifs qui vont permettre la relocalisation. Alors, on l'a fait à travers notamment les filières textiles, avec des fers de lance dans nos alliés, comme l'APF France Handicap, comme un API, comme les EA de la Page, de la NRH, etc. J'en oublie peut-être et je vous prie de m'en excuser, mais cet élan que l'on a eu de mettre et de créer de la fabrication textile a pu maintenir les emplois, a pu en créer dans certains territoires et ont permis justement de relocaliser. Et derrière, aujourd'hui, de ces masques-là, il faut qu'on garde cet état d'esprit entrepreneur pour faire d'autres produits. On réfléchit actuellement à des t-shirts, par exemple. Tout ceci, Céline nous précisera tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'il faut que le FATEA, il faut que cet axe 2 de soutien à la relance puisse justement financer ces modalités de poursuite, d'effort et de création des mises à l'emploi pour garder le cap. Sébastien, si tu as pu boire un petit verre d'eau, parce que tu parles beaucoup, tu te donnes beaucoup, hein, c'est très bien Sébastien, je te rends la parole. Oui, je réenchaîne sur une série de questions. Déjà sur les questions techniques, le support vous sera transmis. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Le support vous sera transmis. Le webinaire est enregistré. On pourra le positionner sur notre chaîne YouTube et vous pourrez derrière le revisionner. Il n'y a pas de difficulté non plus. En ce qui concerne donc la mobilisation, vous avez vu, le paiement sur la phase numéro 1 sera réalisé par l'ASP. Et donc, ce seront les directs qui seront à la main. Donc, la demande se fera auprès des directs et il y aura un conventionnement rapide qui sera effectué pour pouvoir mobiliser et bénéficier des aides tout de suite. En ce qui concerne les aides liées au surcoût d'exploitation, pour des facilités de calcul, il a été, en tout cas ce sur quoi nous nous orientons aujourd'hui avec la DGEFP,
c'est globalement utiliser l'intégralité du montant des aides au poste payées sur le bordereau des mois concernés. Donc, ça réembarque de ce fait-là les congés payés. Comme vous savez, quand les personnes sont en congés payés, vous bénéficiez de l'aide au poste. Donc, ça réembarque toute cette période-là. Donc, en fait, on part du montant d'aide au poste payé que l'on redivise derrière par le montant unitaire de l'aide au poste, le montant moyen, puisqu'aujourd'hui on a trois niveaux d'aide différents et le montant moyen pour l'exercice 2020 est fixé à 15 763 €. Donc ça sera le montant de votre bordereau d'aide au poste payé que divise 15 763 € qui permettra derrière de calculer le nombre d'heures mensuelles qui sera indemnisé. Je voyais une question, Sébastien, qui concernait donc le projet de relance et d'investissement pour savoir s'il fallait attendre pour passer les commandes ou si on pouvait d'ores et déjà les passer avant et que ça puisse rentrer dans ce dispositif. Je pense que l'année dernière, les directs n'ont pas posé de problème par rapport au fait que l'achat puisse être fait avant le début de l'instruction. Là, on sait que sur la période, vous avez réalisé pour beaucoup des nouvelles activités ou fait de la diversification d'activités, notamment sur les productions de masques, sur les productions de visières ou tout ça. Et donc, ces investissements qui ont été faits sur cette période-là pourront être réembarqués dans l'aide à la diversification d'activités, puisque ça a pour beaucoup concerné une diversification d'activités sur la période. Donc, ça peut être réembarqué dans le calcul. Oui, Sébastien, il y a une question sur devra-t-on refaire une demande en août et en septembre pour l'aide 2, l'axe 2, donc qui est une aide qui est en cours d'arbitrage, oui. Et en fait, ça sera une modernisation de la manière dont on a fait précédemment l'année dernière les demandes du FATEA, justement, de ce fonds d'accompagnement et de transformation des entreprises adaptées. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça sera finalement une refonte ajustée, adaptée, beaucoup plus conséquente et musclée de la fiche numéro 6 de la DGEFP. C'est comme ça qu'on va le prendre pour essayer de bien articuler les modalités. Ensuite, nous étudions aussi les méthodologies pour les instruire le plus rapidement possible et d'avoir accès au soutien, au financement rapidement. Donc, il y aura effectivement une demande projet par projet. Il faudra exprimer les projets à soutenir. Et donc, on va essayer d'aller là aussi au plus vite. Et je tiens à faire une précision également. Là aussi, on a été très clair, et ça c'est très clair, c'est entendu, c'est que de toute façon, tous les projets, ceux qui ont été démarrés au 1er janvier 2020, seront inclus dans ce dispositif-là pour soutenir justement l'investissement et l'emploi. Donc, s'il y a eu, avant la crise de Covid, des investissements sur l'axe 2, je parle bien de l'axe 2, ça sera pris en compte. Bien sûr, dans le cadre des enveloppes, dans le cadre des plafonds qui sont en cours d'arbitrage, mais qu'on va déplafonner, comme vous avez pu le lire dans le document du FATEA, que j'ai mis en ligne sur le chat tout à l'heure. Je pense que la question qui était posée sur l'aide numéro 2 était l'aide aux pertes d'exploitation. Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était l'aide à l'axe 2. Pardon. Ouais. En tout cas, par rapport aux heures chômées sur la période estivale, juillet-août, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Ce que la DGEFP va autoriser, c'est que vous partiez sur une volumétrie prévisionnelle de vos heures chômées sur la période juillet-août, qui sera régularisée en effet de façon définitive à la rentrée par rapport à la volumétrie qui aura été réalisée. Ça, c'est ce qui est envisagé aujourd'hui et qui devrait être embarqué dans la circulaire.
Merci Sébastien. Une question qui concerne le fait que pouvez-vous confirmer que ces compensations concernent les salariés et les activités portées par l'expérimentation des CDD tremplin? Je vais te demander de répéter ça. Ça a coupé, Sylvain. Non, non, mais ça concerne bien l'ensemble des dispositifs, y compris les expérimentations. Oui, c'est l'ensemble des collaborateurs TH au sein de l'entreprise adaptée qui vont être concernés, qu'ils soient en CDD tremplin ou qu'ils soient salariés hors expérimentation actuelle. Et même les salariés qui dépasseraient le contingent. C'est-à-dire qu'on est tous dans les personnes en situation de handicap bénéficiant de compensations liées à leurs conséquences du handicap qui sont déclarées dans l'ASP qui les rendent éligibles aux aides. On me demandait précision également sur les investissements qui avaient été pris en charge dans le cadre du FATEA 2019, donc pour la diversification notamment, donc qui ont été faits avant Covid. Comment va se passer le passage finalement entre le FATEA 2019 et ce nouveau FATEA 2020? En fait, on a une continuité. Tout ce qui avait été acté en termes de financement l'année dernière sera embarqué dans les financements actuels. Donc, il y a une continuité de l'engagement qui avait été pris par l'État là-dedans. Je profite de cette occasion pour vous partager une intuition en ma qualité de président de l'UNEA et de tous ces échanges. Je pense qu'il est préférable de lancer un maximum d'investissements cette année, car nous n'avons pas de projection au moment où je vous parle sur le projet de loi de finances 2021. Et donc, de ce fait, là, nous avons la certitude d'avoir un fonds avec une enveloppe qui peut bouger, mais à 10% près. Et donc, nous aurons les moyens d'accompagner les investissements. Et donc, il me semble important de vous dire et de vous proposer, si vous aviez envisagé de faire des investissements pour 2021 et que tout est prêt à faire en fin 2020, voilà, n'hésitez pas quand même à solliciter les dispositifs qui vous seront proposés pour envisager cela. Car l'incertitude sur le FATEA en 2021 est encore sous la table. Il n'y a pas d'incertitude sur 2020. Donc, réfléchissez bien à la fin de ce webinaire sur vos intentions et sur vos opportunités de développement. En précisant que dans l'évolution et la fongibilité finalement entre le FATEA 2019 et 2020, le budget dont tu parles, Cyril, concerne en priorité les deux premières mesures, donc sur le soutien à l'activité partielle et sur la perte d'exploitation. Et c'est en fonction des montants qui resteront une fois ces deux mesures compensées que le budget restant sera affecté effectivement au projet de relance et viendra abonder positivement ce qui avait déjà été décidé sur le FATEA l'année dernière. Voilà. Les premières estimations dans les schémas mathématiques qui ont été élaborés au regard de la situation, mais celles-ci peuvent effectivement évoluer, puisqu'on a une limite vraisemblablement jusqu'au 31 août aussi. C'est que nous serions sur une enveloppe d'à peu près, dans les grandes masses, de 100 millions d'euros, que sur les dispositifs de soutien, l'axe 1, c'est-à-dire le soutien aux aides, aux heures de perte d'exploitation et aux heures travaillées, serait une enveloppe entre 50 et 60 millions d'euros. Et donc, ce qui laisserait une marge d'investissement entre 40 et 50 millions d'euros. Voilà les grands espaces que nous allons déployer. Donc, évidemment, la variable d'ajustement, c'est l'enveloppe de l'axe 2 qui est le soutien aux investissements. C'est celle-là qui va se modérer en fonction des forfaits qui seront versés aux entreprises adaptées sur l'abondement des heures compensatoires des conséquences du handicap suite à la période du Covid-19. Pour compléter la réponse et passer à un autre sujet, mais sur le FATEA,
J'ai une question de Madame Vasson qui dit avoir fait une demande en janvier. Alors, je laisserai peut-être Erwan derrière peut-être donner des informations sur l'ensemble des territoires. Je vais donner moi l'exemple de l'Île-de-France sur toutes les mesures qui étaient liées au FATEA 2019 et 2020 avant Covid. La Directe Île-de-France nous a relancé là, très récemment pour pouvoir fournir un certain nombre de justificatifs. Donc, au niveau de l'Île-de-France, on sait que les directs ont eu beaucoup de travail entre le confinement et la mise en place de tous ces nouveaux dispositifs de soutien. Mais pour ce qui concerne encore une fois l'Île-de-France, très récemment, on a reçu des demandes et des informations à fournir dans le cadre des quatre axes du FATEA tel qu'il avait été défini entre 2019 et 2020. Je ne sais pas, Erwan, si tu peux toi apporter des compléments sur cet aspect-là au niveau d'autres territoires. Mais en tout état de cause, c'est en cours et il y a une continuité par rapport à ce qui avait été décidé l'année dernière. Non, moi, les seules infos que j'ai, alors je n'ai pas d'infos sur le territoire. Chaque territoire fonctionne un peu différemment dans cette période-là encore, malheureusement parfois, à se compliquer un peu la tâche là où ça pourrait être plus simple. C'est plutôt là-dessus qu'il y a un enjeu. Moi, ce que je sais, c'est que les territoires attendent, en tout cas les directs, attendent vraiment les consignes qu'a rappelé Sébastien. Et comme c'est en phase d'écriture, je crois que là, c'est Pascal Jean-Charles et Sébastien qui sont à la manœuvre, hein, Sébastien. Hein. L'idée, c'est d'appliquer strictement finalement ce qui va être écrit pour pouvoir déclencher les aides. Hein. Maintenant qu'il y ait quelques directs qui n'aient pas encore compris ça et qu'elles envoient des demandes d'information alors qu'en fait, finalement, il va falloir reprendre le process qui va être décidé dans les prochains jours, j'allais vous dire, attendez un peu la semaine prochaine. Hein, et renseignez bien vos directs, savoir si elles ont conscience quand même que les choses sont en cours. Quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sylvain ? C'est apporter des compléments parce qu'encore une fois, effectivement, il y a ces éléments nouveaux et puis il y avait tout ce qui avait été mis en place auparavant. Et donc, forcément, ça crée un peu d'incertitude sur la manière dont ça va se passer. Le plus important, je pense qu'il faut retenir, c'est ce qui était évoqué juste précédemment, c'est de bien savoir que l'enveloppe dont parle Cyril, à plus ou moins 10% près et qui se situe aux alentours de 100 millions d'euros, va concerner en priorité les deux premières mesures. Et ce sont celles-ci qui sont en cours de discussion, pour lesquels il y aura un webinaire la semaine prochaine, donc qui vont être mis en paiement également dès le mois d'août. Et une fois que ça sera affecté, effectivement, on saura l'enveloppe qu'il reste et qui sera disponible sur la troisième mesure de relance. Et ça répond également à une autre question pour savoir quelles sont l'idée des enveloppes régionales qui poseront la limite de l'exercice. Malheureusement, c'est en cours et qu'aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité-là. Le message qui est clair, c'est à dispenser, à relayer, c'est celui qu'on donne aujourd'hui, c'est d'être dans l'efficacité et la pertinence des aides qui vont être déployées les deux premières. Voilà. Et qu'on est bien d'accord que dans un second temps, effectivement, des dossiers seront à instruire plutôt à août-septembre. La priorité, c'est bien les deux premières tranches. Quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'était les mesures d'urgence sur le soutien à l'activité partielle et à la perte d'exploitation. J'allais dire, chaque DR, chaque chargé de mission peut repasser un petit coup de fil à la directe, savoir s'ils ont bien pris en conscience ces points-là qui vont finir de s'écrire la semaine prochaine. Quoi, hein. De ne pas embarquer les OA dans des complexités qui sont importantes et qui sont peut-être différentes en termes d'instruction. Donc là, l'urgence, c'est vraiment d'aller solliciter les fonds qui sont assez simples, hein, puisqu'il y aura des outils pour ça, dès juillet, sachant qu'on va rentrer dans une période de congé, sachant que les directs sont encore pour la plupart beaucoup en télétravail ou à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, il va falloir vraiment dans l'efficacité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour la seconde tranche, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut solliciter les directs pour prendre rendez-vous dès fin août, début septembre sur les comités et pas attendre la rentrée pour fixer une date parce que là, on va te repousser au calendrier grec. Hein. C'était bien tout le débat de toute façon de pouvoir avoir un engagement et de manière à répondre à l'urgence du moment. D'ailleurs, Président, j'ai une question pour vous sur le fait de cette annonce de ce matin sur le changement de gouvernement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au décret et aux différentes signatures qui doivent être apposées ? Non, nous sommes rentrés dans un processus opérationnel et vous comprenez dès à présent pourquoi nous avons mobilisé l'ensemble du réseau des acteurs à pousser pour prendre les décisions des propositions qui étaient sur la table. Et encore une fois, je tiens à souligner ici le remarquable courage du haut-commissaire et de Madame la ministre du Travail juste avant la démission du gouvernement qui a été fait ce matin. Mais nous avons eu des certitudes. Là où
où nous pouvons avoir encore quelques petits retards, c'est sur la signature, évidemment, des documents. Mais je pense que tout se fera vraiment bien parce que nous avons, et je tiens à le dire ici aussi, autant j'ai pu remercier Nicolas Baudouin de KPMG de son concours à la réussite de ses propositions pour les rendre fiables, vérifiables. La caution de KPMG a été très importante, mais aussi, je tiens à préciser le remarquable travail de la mission d'emploi handicap et de ses équipes sous la gouvernance d'Isabelle Roubayrol. Et bien sûr, ça a été mentionné tout à l'heure, M. Pascal Jean-Charles, qui ont travaillé plus que de raison, me semble-t-il, pour arriver à parachever. Et il y a eu des personnes, des agents fonctionnaires, des directs, qui ont participé aussi à donner leur avis et aux travaux, que je remercie beaucoup également de s'être impliqués, d'avoir proposé, d'avoir créé. C'est pour ça que ce plan de soutien, si on le vit comme une victoire, il faut le vivre comme une victoire de l'utilité de notre modèle, comme un signal fort du gouvernement, de nos institutions à vouloir le soutenir pour qu'il aille plus loin, plus haut, plus fort. C'est ce qu'a dit Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et son cabinet. Si on croit en tout ça, c'est donc une victoire collective à tous les étages. Donc, ça ne change rien au processus opérationnel. Il pourrait y avoir un tout petit peu de retard dans les signatures. Mais c'est tout. Peut-être, Cyril, juste en rajouter que je crois que la crise du Covid est un accélérateur qui ne change rien, au contraire, qui accélère la relation partenariale. On l'a vu pendant les assemblées territoriales avec les directs. Et je crois que là, pour le coup, il faut qu'on fonctionne ensemble. Je reprends ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Et qu'on se facilite la tâche sur des instruments et sur des moyens simplifiés qui vont venir vraiment nous aider dans cette période-là à sortir la tête haute et plus fort encore que ce qu'on pouvait avoir pendant la crise. Voilà. Je crois que chacun doit s'entreprendre sur les territoires, DR chargé de mission, prendre contact avec les directs qui sont dans une relation remarquablement partenariale, et on l'a vu pendant la crise. Et je crois qu'il faut rebondir là-dessus et accélérer ça. La seule prudence à laquelle je renvoie, c'est le calendrier. Voilà, le temps passe vite et il joue contre nous. Donc, je crois qu'avant de partir en congé tous, on peut prendre la tâche aussi pour la rentrée. Très bien. Sébastien Citerne, d'autres questions? Il y avait une question d'Edith Palamaras qui précisait qu'elle avait été soutenue dans le FATEA 2019 sur un projet d'investissement qui a nécessité des compléments qui n'avaient pas été financés. C'est des choses qu'elle pourra réembarquer demain dans le cadre du fonds 2020 si les investissements ont eu lieu en 2020. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans le cadre de la continuité de l'action, surtout si c'est dans le cadre d'une diversification, d'un développement d'une nouvelle activité. Ça sera tout à fait possible. Ok. Il est 11h16. On va prendre, Sébastien, 2 dernières questions et après nous rentrons dans une phase de conclusion pour ouvrir le prochain webinaire avec beaucoup plus d'informations techniques. Sébastien, 2 autres questions? Je pense. Il y avait une question qui concernait un peu le télétravail et l'achat d'un ordinateur portable pour le télétravail peut-il être considéré comme un investissement pour un salarié non TH? Alors pour les salariés non TH, bien sûr, le FATEA, le fonds de transformation, est avant tout à destination de nos collaborateurs travailleurs handicapés. Donc, je pense que dans ce cadre-là, ce ne sera pas possible. Pour les collaborateurs TH, ça le pourrait, mais il y a un autre dispositif qui a été mis en place, notamment par la GFIP, qui est un soutien justement du matériel et des équipements pour réaliser le télétravail. C'est quelque chose qui peut être également mobilisé par les entreprises adaptées auprès de la GFIP. Et d'ailleurs, c'est une des aides qui a été le plus mobilisée par les entreprises adaptées dans notre dernière enquête d'impact qui a été réalisée. Je pense qu'il faut peut-être préciser, Sébastien, aussi également que
peut-être pour les questions pour lesquelles on n'a pas forcément répondu, il y aura un certain nombre de réponses qui sont précisées sur le prochain webinaire et que de toute façon, l'ensemble des questions auxquelles on n'a pas forcément apporté de réponse aujourd'hui seront regroupées en interne à l'UNEA et on pourra de toute façon faire un FAQ dans les jours prochains pour pouvoir apporter une réponse sur l'ensemble des sujets. Alors, il y a une question qui est posée aussi par Maud Georget de l'entreprise adaptée de travail temporaire Handichère Intérim, qui est de savoir quand l'aide au poste pour le ATT sera-t-elle débloquée. Elle fera partie du premier package de demandes de soutien. Donc, ça fera partie des demandes immédiates. Oui, on a vraiment voulu un soutien massif et j'ai demandé à Céline Fiorina d'organiser et d'animer des réunions spécifiques à la filière du placement, dont les EATT me semblent faire partie, pour que justement on ait un œil attentif à la situation des EATT. Si on veut garder le cap, il faut que nos EATT soient fortes, vigoureuses et qu'elles puissent se développer. Et il y aura bientôt, il me semble, courant juillet, je crois, peut-être semaine prochaine, un comité de suivi d'expérimentation nationale qui devrait valider vraisemblablement des nouvelles demandes d'agrément CDD tremplin et aussi des projets EATT. Et j'ai vraiment beaucoup d'émotions pour tous ceux qui créent pendant cette période. Et vraiment, sachez qu'on est vraiment sur la ligne de crête et la ligne de front pour vous soutenir quand vous créez. L'UNEA, je l'ai dit souvent, nous accompagnons ceux qui créent, ceux qui souffrent et nous proposons à tous nos adhérents et toutes les entreprises adaptées d'ailleurs de bénéficier des opportunités qui peuvent s'ouvrir dans tous les territoires. Sébastien, une dernière question. Est-ce qu'on en a ou je pense qu'on a fait le tour? On a repris la plupart des questions. On pourra revenir sur des points particuliers, comme disait Sylvain dans le webinaire qui est prévu mardi et sur lequel on devrait être en capacité de venir un peu plus en détail sur les outils de mobilisation, notamment le fichier Excel, prendre des exemples avec vous. Normalement, ça devrait être acté. Il y a encore un échange qui est programmé tout à l'heure avec la DGEFP pour finaliser les travaux. J'espère que ce sera définitivement finalisé pour que l'on puisse vous présenter l'outil de mobilisation. Deux informations pratiques aussi. L'UNEA a lancé un rescrit, l'étude juridique d'un rescrit fiscal dans le FATEA, dans le document. Hein, vous avez une notion sur les tableaux d'amortissement. Peut-être deux mots, Sébastien, sur ce sujet-là rapide. L'idée est de pouvoir avoir une position claire et définitive de l'administration, notamment fiscale, pour savoir si l'entreprise adaptée qui aurait vu son outil de production utilisé de manière beaucoup plus réduite peut changer la durée de l'amortissement, puisque ça peut avoir derrière des impacts fiscaux et des impacts également sur le compte d'exploitation de l'entreprise adaptée. Donc, il y a eu des positions un peu divergentes de certains cabinets comptables. Donc, l'idée est d'avoir une position claire qui puisse être communiquée à l'ensemble des structures. Voilà. Également, nous ferons certainement passer prochainement, parce que j'ai vu passer dans les questions, des questions sur la perte d'exploitation globalement, hein, lorsqu'il y a plus d'impact beaucoup d'impact pour l'entreprise, la possibilité aussi d'avoir un expert juridique sur les contrats d'assurance. Peut-être qu'on fera passer justement les coordonnées d'un cabinet d'avocats exprès qui puisse expertiser et accompagner vraiment vos droits dans le cadre des assurances et du soutien éventuel aux pertes d'exploitation. C'est important aussi. On l'a regardé en même temps. Hein. Donc, ça fera partie prochainement des informations que l'on vous livrera. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions. Et puis, vu l'heure passée, Sébastien, je propose qu'on soit dans une phase conclusive où tu peux déjà désormais projeter
les prochains rendez-vous? Le prochain rendez-vous donc, sera mardi 16h, si je ne me trompe pas, pour la présentation du second webinaire, qui sera un peu plus opérationnel sur les modalités d'utilisation et de demande des fonds. Vous indiquez également que l'on va réaliser une dernière étude d'impact sur le mois de juillet qui nous permettra de voir l'évolution. La dernière que l'on avait réalisée était fin avril, de regarder l'évolution de la reprise d'activité dans vos structures afin de pouvoir veiller à ce que le plan de soutien qui a été construit ait été bien dimensionné également. Donc, nous réalisons cette enquête dans les prochains jours. Je tenais déjà à vous remercier tous d'avoir pris le temps, pour la plupart, de répondre aux enquêtes précédentes. Ça a vraiment été un outil important pour nous, mais aussi un outil de collaboration avec la DGEFP qui s'est réellement appuyé sur ces statistiques-là pour valider le plan de soutien. Donc, voilà, c'est vraiment un grand merci au réseau pour s'être mobilisé. Et donc, je vous invite à répondre, à être attentif et à pouvoir répondre à la dernière enquête qui sera lancée dans les jours qui viennent. Merci, merci Sébastien. Il y a une enquête en cours et puis il y a le prochain webinaire. Céline, je t'ai présenté tout à l'heure, tu as été une des grandes révélations de cette période. Donc, si tu peux rapidement te présenter et projeter l'UNEA dans les prochaines phases, s'il te plaît. C'est difficile de se présenter derrière ce genre de présentation que tu viens de faire. Merci. Donc, simplement vous dire qu'avec l'équipe, en fait, on a, comme chacun de vous, je pense qu'on a un petit peu été maltraité quand même au début de cette crise. Ça a été assez violent. Mais vu le niveau de résilience de chacun, ça a aussi révélé, je crois, le meilleur de chacun de nous. Et moi, je suis très fière de ce que l'équipe et moi-même, on a pu réussir à organiser pendant cette période. On est très déterminés, en fait, à poursuivre cet élan et cette dynamique, je voulais vous le dire. Voilà, donc que ce soit les services de coaching et de soutien aux bonnes pratiques des dirigeants et de leurs encadrants, vous informez que ce service-là est poursuivi jusqu'à fin septembre, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a encore et que c'est surtout dans la période de reprise, là, qu'un certain nombre de difficultés et de fragilités se manifestent. Moi, je trouve que c'est magnifique les gens qui arrivent à demander de l'aide. Donc, sachez que ce service-là existe et que les chargés de mission sont à votre dispo pour vous transmettre les contacts. On travaille beaucoup avec Sébastien aussi sur le maintien, le développement du service juridique qui a été pas mal utilisé pendant la crise et qu'on voudrait maintenir comme un service de l'UNEA. Je voulais juste très vite féliciter les travaux de l'Académie et de ses partenaires parce que dans cette période-là, on est passé sur une offre digitalisée incroyable et notamment le dernier né dont on est tous très fiers, qui est la formation et l'accompagnement à l'écriture du CEPOM. Juste pour vous le partager, en fait, dans les 2 dernières semaines, plus de 110 inscrits. Bravo. C'est un formidable module d'accompagnement. Je vous invite à le regarder et à regarder le programme. Et toute l'équipe est là et a bien travaillé à vous y recevoir dans ces modules. Et puis effectivement, comme le disait Cyril, il y a eu beaucoup de projets sur les filières pendant cette période de crise. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que ça nous a ouvert beaucoup d'opportunités. Vous informer du fait que les masques aujourd'hui, le projet de cette filière masque se transforme en filière textile et qu'on va rapidement venir vous donner des infos sur la façon dont on va pouvoir commencer à produire des t-shirts pour résilience, des t-shirts éco-conçus, inclusifs. Voilà, on va revenir avec des infos à cet endroit-là. Vous informer aussi d'un très beau projet qui est né il y a 3 semaines sur un GMEA de 13 EA sur les centres d'appel. On a surfé sur une belle opportunité de marché et aujourd'hui c'est un GMEA qui fonctionne très bien. Voilà. Et la construction d'un nouveau GMEA en cours sur la collecte des 3E et consommables d'impression. Je pense pouvoir vous dire avec beaucoup de tranquillité que ça n'est que le début. Qu'aucun de nous autour de la table n'est prêt pour la suite, mais qu'on va y mettre toute notre énergie. Voilà. Merci beaucoup Céline et merci
d'avoir su magnifier les talents de chaque salarié de l'UNEA pour se mettre au service de la raison d'être de l'UNEA, de ses adhérents et du modèle des entreprises adaptées dans sa diversité. Alors, mon cher Joseph, tu devais conclure. Alors, Joseph Blombeau, membre du bureau, éminent administrateur, mais qui est parfois aux Antilles. Alors, c'est peut-être compliqué pour lui, pour Joseph. Joseph, es-tu là? Je suis un peu figé. Bon, alors je vais prendre la parole pour Joseph. Joseph est en charge notamment des relations et des alliances avec Handicap. Ah, Joseph nous a rejoint. Tu veux dire un mot? On ne t'entend pas. Donc Joseph, nous ne l'entendons pas. Oui, est-ce que maintenant Voilà, tu m'entends? C'est bon, vas-y. Bon, parfait. Ben, écoute, Président, merci. Et c'est vrai que je pense que l'ensemble de nos auditeurs ont compris que l'UNEA est à leur côté. L'UNEA sur 3 fronts. Hein, le front politique, tout d'abord. Je pense que là encore, l'actualité nous le démontre. On ne va pas, je dirais, freiner nos ardeurs parce qu'il va falloir aussi continuer l'action pour nous donner tous les outils pour réussir cette reprise. Donc, le niveau politique, le niveau technique, puisque ce webinaire nous permet d'avoir tous les éléments et pour nous permettre aussi de pouvoir mieux appréhender les dimensions et mieux permettre aux salariés de nos entreprises de trouver des solutions à cette situation difficile. Le niveau territorial, puisque là aussi, hein, je crois que l'UNEA et votre union est présente sur toutes les sphères et toutes les régions afin d'apporter et d'être à l'écoute aussi de vos demandes. Donc, voilà, en tout cas, nous voulions vous remercier de cette confiance et on repart comme en 50 puisque avec le nouveau gouvernement, nous devons également être, je dirais, au taquet. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis faites-nous confiance et nous sommes là pour vous servir. Merci Joseph. Et pour vous saluer, je vous remercie beaucoup. Gardons le cap ensemble. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci, au revoir, bon week-end. Merci, bye bye.